Lima, mégalopole polluée, embouteillée et bruyante, est située sur la côte pacifique. Pour fuir cette agitation, je saute dans un train. Direction l'Altiplano, via un col qui culmine à près de 5000 mètres d'altitude. Les Indiens habitent ces hauts plateaux depuis toujours. Voici la cuisine. Et ont conservé bon nombre de leurs anciennes traditions. Nous ne sommes pas à Bagdad, mais à Lima, la capitale du Pérou et de loin sa plus grande agglomération. Elle compte plus de 8 millions d'habitants et se développe rapidement. Cette ville cosmopolite est le centre culturel du Pérou, mais elle offre un visage très différent de celui du reste du pays. Pour découvrir le Pérou mystérieux, celui des civilisations précolombiennes, des Indiens et des Andes, il faut pénétrer à l'intérieur des terres et grimper. Et le meilleur moyen de transport, c'est le train. Bonjour. Bonjour. On croit simplement monter dans un train avec sa petite valise, sauf que ce n'est pas un train comme les autres. Il a été remis en service par une société qui a eu l'idée de transporter toutes sortes de passagers, y compris des touristes. Les gens viennent du monde entier, beaucoup d'Europe, juste pour aller à Huancayo. C'est la ligne de chemin de fer la plus haute du monde. Elle monte à 5000 mètres et en soi, c'est déjà une aventure. En 1991, le train a eu un accident. On avait un problème de terrorisme à l'époque et un des ponts a sauté. C'est pour ça que le service passager de Lima à Huancayo a été supprimé pour des raisons de sécurité. Ce n'est qu'en 1998 que la ligne a pu être rouverte, suite à la signature d'un contrat entre une société privée et l'État. Je suis content qu'il y ait du monde, c'est mauvais signe sinon. Je me demande où ils mettaient leurs bagages dans les années 40. Ça y est, on roule. Il est 7 h du matin. Mes félicitations aux mécaniciens. Merci. C'est écrit « Osez traverser les Andes en train ». Et c'est vrai que c'est un peu risqué. Il y a seulement 2 ans, le train a eu un accident. Personne n'a été tué, je crois, mais les gens se sont fait une bonne frayeur et il y a eu des blessés légers. Le nombre important de ponts et de tunnels donne du piquant au trajet, c'est sûr, mais ça le rend aussi plus dangereux. Il y a 50 ans, le train circulait tous les jours, ou au moins 2 ou 3 fois par semaine. Maintenant, c'est 1 fois par mois, voire 2. C'est un véritable événement, alors il faut réserver sa place à l'avance. Je m'y suis moi-même pris très tôt parce que j'avais peur que le train ne se remplisse vite. Et moi qui ai toujours pensé que les contrôleurs avaient un uniforme, une montre de gousset, une casquette et une poinçonneuse. Les temps ont changé. Les Chiliens ont été les premiers en Amérique du Sud à se doter d'une ligne de chemin de fer. Le constructeur avait fui New York au moment de la Grande Dépression. Il était venu en Amérique du Sud pour échapper à ses créanciers. Il s'appelait Henry Makes. C'était un homme étonnant, plein d'idées, qui a déployé une énergie incroyable pour mettre en œuvre ce projet au Chili. Quand les Espagnols ont débarqué, ils se sont appropriés le plus de terre possible pour cultiver le figuier de Barbarie et exploiter la cochenille, dont on tire un pigment rouge. Le Pérou en est aujourd'hui le plus gros producteur mondial. Voici la première étape du trajet Lima-Huancayo, la petite ville de San Bartolomé. Le train doit changer de locomotive avant de continuer à grimper. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais manifestement c'est important.
Je profite de l'arrêt pour observer de près un figuier de Barbarie et son insecte parasite. La cochenille est une larve minuscule qui vit dans cette espèce de petit cocon blanc. Quand on l'écrase, il en sort un pigment écarlate. Le Pérou est le premier exportateur de cochenilles au monde, même si le figuier de Barbarie est probablement originaire du Mexique. C'est bizarre, on est à environ 1500 mètres d'altitude et il fait plus chaud qu'à Lima, qui est plongé dans son brouillard épais et froid. On voit que ce train ne circule pas souvent. Il y a de la végétation sur le ballast. Et mieux vaut rentrer la tête et les mains quand on entre dans un tunnel. On approche des 2200 mètres d'altitude. À flanc de colline, il y a de la végétation, ce qui veut dire qu'il pleut. Pas beaucoup, mais suffisamment pour irriguer ces champs. Ils cultivent sûrement du blé ici. Et je crois voir du maïs et des haricots. Un autre tunnel. On grimpe de plus en plus haut. L'herbe est épaisse maintenant. C'est le genre d'herbe dont se nourrissent certains camélidés. On devrait bientôt apercevoir des lamas et des alpagas. On est maintenant à environ 2400 mètres et c'est de plus en plus vert. Ici, les gens peuvent vivre de l'agriculture. Il y a de l'eau qui dévale de la montagne. Il doit donc pleuvoir quelques semaines par an. Les habitants de ces petits villages parviennent à s'en sortir. C'est après le pont, qui était à l'époque de sa construction le plus haut et le plus long du monde, que le train commence son ascension. Ce pont a été conçu par Ernest Malinowski, un Polonais qui est tombé amoureux du Pérou et qui a participé à la création de la première école polytechnique du pays. C'est donc aussi grâce à ce train qu'on a des ingénieurs au Pérou. On est arrivé au point le plus élevé de la ligne Lima-Huancayo, 4780 mètres. C'est assez haut pour qu'on ait du mal à marcher, j'ai le souffle coupé. Les seuls animaux qui parviennent à vivre ici, ce sont les lamas et les alpagas. L'herbe qui pousse à cette altitude leur convient parfaitement. Il fait froid à 5 degrés Celsius. Un arrêt plus bas, il fait 27 degrés. C'est la ligne de chemin de fer la plus haute des Amériques et l'une des plus hautes du monde. Il n'y a rien qui s'en approche en Europe. Et on le sent dans l'air qu'on respire. La plupart des sportifs auraient du mal à supporter un taux d'oxygène aussi bas. Vous aurez remarqué que je ne cours pas et pourtant je suis un peu essoufflé. Mais ça va. Cette roche fait rêver les sociétés minières. Et il y a de quoi. Le mouvement tectonique à l'origine des Andes l'a propulsé à cette altitude, mais il y a du minerai partout. Et pas que de l'or et de l'argent, du cuivre aussi, du molybdène et même, m'a-t-on dit, de l'étain. « 11 heures après le départ, presque à la tombée de la nuit, on arrive enfin à Huancayo. La ville grouille d'activité, mais les champs tout autour sont les plus fertiles du pays. Mon ami Lucho Hurtado me sert de guide. Au sommet de ces montagnes que vous avez traversées, 2 fleuves prennent leur source. Le premier descend vers le Pacifique. Il fait 150 km de long. Oui, il se jette dans l'océan. Il passe à Lima. C'est ça. En montant, vous l'avez longé avec le train. Arrivé au sommet, on tombe sur l'autre fleuve, tout en amont. C'est un affluent de l'Amazone. Il traverse tout le Pérou, tout le Brésil, jusqu'à l'Atlantique. 6000 km plus loin. J'aimerais bien faire la descente en canoë. Ça risque de prendre plus de 24 heures. Je pense, oui. Et cette eau apporte la vie et la prospérité à Huancayo, c'est ça? Oui, elle rend ces champs fertiles. C'est probablement une des plus grandes vallées du Pérou. Et une des plus belles. Depuis au moins 1 millier d'années, Huancayo est un centre régional important.
Et il se développe beaucoup dernièrement, comme l'atteste ce marché. La ville compte désormais plus de 300 000 habitants. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous venus ici ce dimanche matin pour jeter un coup d'œil, acheter toutes sortes de produits, d'herbes. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Quand les Européens sont arrivés au Pérou, ils ont refusé de s'adapter à notre nourriture. Ils ont planté du blé, élevé des moutons. Ils voulaient leur pain blanc. Ils n'ont pas compris qu'ici, on a nos propres variétés de légumes, nos propres espèces animales. L'alpaga est une viande bien meilleure que le mouton ou le porc. Ils ne le savaient pas. Dans les Andes, on a quelques 4000 types de pommes de terre différentes. On aime les couleurs, les odeurs, les formes variées, dans tous les domaines. La Huayro est une pomme de terre spéciale. Elle est très facile à cuire. Elle contient beaucoup d'amidon, elle est croquante et excellente au goût. Vous faites des frites à la Huancayo. À l'andine, je dirais. À l'époque pré-inca, dans les Andes, les récoltes étaient rares et il fallait pouvoir conserver la nourriture. Ces pommes de terre, par exemple, peuvent se manger 1, 2 ou 3 ans après la récolte. Ils viennent faire peser leur sac. Et après, ils chargent le camion. 99 kilos. Mais le porteur n'en fait pas plus de 50, c'est le double de son poids. Oui, regarde comment il s'y prend. La journée débute vers 5 heures du matin et se termine vers 10 heures du matin. Ils font ça de 18 à environ 45-48 ans. Charger ces gros camions, c'est le plus dur. J'imagine. Parce qu'il faut garder son équilibre malgré le poids. Alors tous ces gars, le matin, ils ont besoin de prendre un gros bol de soupe. Avec des patates. Plein de patates et plein de viande. Un petit déjeuner bien costaud pour tenir toute la matinée. Dis donc, ce camion part aujourd'hui? Oui. Pour Lima? 10 heures de trajet environ. 10 heures? Oui. En plus de cette ahurissante variété de pommes de terre, on trouve toutes sortes de maïs. Ici, le maïs, ça s'appelle le choclo. Ces épis sont magnifiques. Celui-ci a des grains jaunes et blancs. Cet autre-là est grenat. Il existe plus d'une centaine de variétés, toutes avec un goût différent, plus ou moins riche en sucre, en fécule, en protéines. Bienvenue dans le monde fascinant des produits agricoles andins. Ça, ce sont des potirons ordinaires. On boit le jus pour se nettoyer les reins. Chez les peuples andins, chez les Incas et les pré-Incas, ce qui nourrit doit soigner et ce qui soigne doit nourrir. Ça, c'était un cochon d'Inde. Ça l'est toujours. Cuisiner, c'est meilleur. J'en doute pas. Vous appelez ça un cuy? Oui. Le cuy est réservé aux repas de fête. Les gens les élèvent comme des poulets. On a transformé un animal de compagnie en mets délicat. La vallée du Mantaro, au cœur des Andes, produit des tonnes et des tonnes de truites. Vous en exportez? Oui, les Américains ont introduit les truites arc-en-ciel. Il y en a là. Et on a aussi des truites saumonées. Regarde, un piranha. La vache, sacrée dent. Incroyable. Nous, on les mange, et pas le contraire. Bonne idée. C'est une impression bizarre. Je suis moyennement grand, mais ici, dans le marché de Huancayo, à près de 3300 mètres, je dépasse presque tout le monde. À cette altitude, les gens dépensent tellement d'énergie juste pour survivre dans un air raréfié que la différence de taille entre les hommes et les femmes est minime. Mais parmi les hommes, les plus jeunes mangent davantage de protéines depuis une vingtaine d'années, et ils sont donc de plus en plus grands. C'est un phénomène qu'on observe partout dans le monde. N'empêche que j'ai l'impression d'être très grand ici. La plupart des gens qui viennent à cet incroyable marché utilisent les transports en commun. Même s'ils avaient une voiture, et la majorité n'en a pas, ils ne pourraient pas se garer. Du coup, il y a des dizaines de taxis et de minibus. Dans les minibus, il y a toujours quelqu'un à la fenêtre qui crie le nom des destinations. Ça permet de savoir dans lequel il faut monter. Très efficace comme système.
Huancayo est entouré de villages célèbres pour leur artisanat. À San Geronimo, à 30 km de là, les habitants se sont spécialisés dans les bijoux en argent. C'est un travail spécial. Introduit par les Espagnols. Oui, Il y a 500 ans. c'est ça. Les familles font des bijoux depuis des générations. Oui, le métier se transmet de père en fils. On fond l'argent par gros morceaux, puis on le transforme en fil. Les outils sont très rudimentaires. La famille vend sa production aussi sur le marché. Elle y va tous les dimanches. Regarde comme ces bijoux sont beaux, comme ils sont légers. Les colliers, les bracelets, les boucles d'oreilles, tout est fait à la main. Et c'est ça le plus intéressant. La valeur des bijoux fabriqués ici vient surtout du savoir-faire de ces familles. Les prêtres espagnols ont encouragé le développement d'un artisanat propre à chaque village. Ils ont utilisé le talent des Indiens et ont introduit les motifs et les méthodes européennes. Les peuples précolombiens du Pérou fabriquaient les plus beaux bijoux en argent et en or du monde. Et ces familles perpétuent la tradition. 15 km plus loin, les habitants de Cochas fabriquent des gourdes délicatement sculptées. Les artisans qui décorent ces pièces utilisent une technique appelée burilado. Ils sculptent le fruit directement, à la main. Ici, on a un exemple de travail peu sophistiqué, rudimentaire. Ensuite, on a la qualité intermédiaire avec ce type de finition. Une fois qu'on maîtrise ces deux techniques, on peut passer à un travail beaucoup plus raffiné. Et voilà ce que ça donne. Cette couleur noire s'obtient en brûlant une herbe très résistante qui pousse ici, en altitude. Les cendres, au lieu d'être blanches, sont noires. On frotte la gourde avec, sur toute sa surface, puis on la rince. Ce qui reste, c'est la cendre noire incrustée dans les parties creuses. Sur cette gourde, on a représenté la moisson, ici les semailles, là les muletiers sont en train de préparer la pachamanca. Les artistes choisissent leurs motifs, mais presque tous suivent l'enseignement de leurs parents. Ici, c'est une jungle qui a été dessinée, avec un perroquet, des serpents, des toucans. C'est une très belle jungle. Toutes les familles utilisent ce qu'elles fabriquent. Voici un bol, peut-être un bol à soupe. Il sert depuis des années. Si vous avez envie de grains de maïs grillés, il vous suffit de plonger la main. Je vais d'ailleurs en voler quelques-uns. C'est délicieux. Ne dites rien surtout. Ce récipient plus grand peut servir à ranger le pain. Quel couvercle! Et puis c'est très résistant, increvable. Ça ne se jette pas, ça fait partie de la vie quotidienne des gens. Étape suivante, le déjeuner, dans la plus pure tradition de l'altiplano. Le roi de la Pachamanca. La Pachamanca. C'est la meilleure de toute la vallée du Mantaro. Pachamanca, que signifie ce mot? Pacha, c'est la terre. Comme dans Pachamama, la terre-mère. C'est ça. La terre-mère, c'est la Pachamama. Manca veut dire marmite. Pachamanca, c'est la terre marmite. La vallée du Mantaro est connue pour ses nombreuses célébrations. Sur la route qui nous mène vers le sommet du monde, cette fois en voiture, on a des chances de pouvoir assister à l'une de ces fêtes. On célèbre le début de la saison des moissons. L'Église essaie de remplacer le rituel indien par la fête des croix de mai. La croix est là-bas, vous la voyez? C'est donc ça? Oui. Tout le monde fait sa propre danse. Chacun joue un rôle précis. Cet homme au visage blanc et à la barbe représente un Européen. Mais il a un fouet. C'est donc un méchant Européen. Il frappe et accapare toute la richesse. Il y a aussi la femme, son épouse. Et en fait, c'est un homme qui danse comme une femme. Ah, ça c'est un homme, ça se voit. Et puis il y a toutes ces dames qui exécutent des pas sophistiqués. Elles imitent les danses de la cour de France, comme le menuet.
Tu connais le Menuet? Tu vois, c'est une parodie, avec les broderies, tout ça. Ils se moquent de tout ce qui est européen. Absolument. C'est une façon de dire, on est indien, vous nous avez imposé votre culture, mais on trouvera le moyen de prendre notre revanche. La route continue de monter. À cette altitude, il n'y a plus de village. Seuls quelques bergers parviennent à vivre dans ces montagnes. On arrive dans ces régions andines où les gens mènent une vie très différente. On est dans la Puna. C'est une zone d'herbage, ce qui permet d'élever du bétail. Les lamas ne vivent jamais seuls ou à deux. Ils forment des troupeaux. Donc quand on va au pâturage, il faut toujours en emmener au moins 6 ou 8. S'il n'y en a qu'un ou deux, ils vont s'échapper pendant la nuit pour rejoindre le groupe. Ah d'accord. C'est un animal très grégaire. Oui. On dirait des igloos construits avec de l'herbe itchou. Oui, on peut dire que c'est un igloo. C'est tout petit et il fait bien chaud à l'intérieur. Voici la cuisine. Avec quoi ils font du feu? Avec un combustible naturel, l'itchou. De l'herbe. Elle pousse ici, à plus de 3500 mètres d'altitude. Il n'y a pas de bois, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Cette herbe joue un rôle essentiel. Elle sert à construire les maisons, à faire du feu et à nourrir les bêtes. On fait même des ponts avec. Ils en ont des stocks et ils alimentent le feu sans arrêt. Ils ont aussi un peu de fioul, du crottin de lama et de la bouse de vache. Le petit poêle sert à tout. Voici notre repas. Du riz et des pâtes. Ils achètent le riz dans la vallée. Ils vendent leur fromage et achètent des pâtes et du riz. Ils vivent de la terre, comme on dit. Et maintenant, on va grimper encore plus haut pour voir d'où vient cette eau merveilleuse. Il suffit de suivre le cours de la rivière. Ça devrait pas être trop dur. On est à 4600 mètres d'altitude et on se gèle. On est au sommet du monde, au restaurant touristique. Va savoir ce que ça veut dire. Regarde comme ils ont les plumes tout hérissées. Ils ont froid aussi. Où qu'on aille, il y a des chiens sympas. Ils restent près des humains dans l'espoir de pouvoir manger. Et tu peux remarquer aussi que les chats et les chiens ne se font pas la chasse. Ils font partie de la même équipe. Regarde, un chat et un chien ensemble. Tu vois? Salut mec, comment tu vas? Bien? Tu as à manger? Ils ont ce qu'on cherche? Le maté de coca, bien sûr. Il faut goûter ça. J'adore ce bruit, le bruit du feu. On prend une infusion de coca? Oui. Tu es sûr qu'ils en ont? Je suis sûr. Ils en ont tous ici. Oui, ils savent que ça remet toujours en forme. J'ai l'impression que c'est un grenier à maïs en plus d'un restaurant. C'est le cas. Avec le maïs, on fait des plats et aussi la cancha. Ces couleurs, c'est magnifique. Ce sont de vrais tambours? Oui, c'est pour fêter la Saint-Jean. Le son n'est pas très fort. En le tenant par là, comme il y a aussi une peau de ce côté, ça sonne mieux. Le plafond est en itchou, non? Oui, c'est aussi de la paille d'itchou. C'est un bon isolant, ça protège du froid extérieur et ça garde la chaleur. Ça y est, c'est prêt. Ce que tu as commandé. Juste attends, j'en pouvais plus. Alors voilà le célèbre maté de coca. Tout bon, tout chaud. La coca ne pousse pas à 4600 mètres. Non, on va la chercher dans la forêt tropicale. C'est-à-dire qu'ils vont la chercher 2000 mètres plus bas. Oui. D'après ce que tu dis, c'est pas juste une infusion. Ça donne de l'énergie, c'est un antidouleur, c'est bon pour l'estomac, pour lutter contre le mal de l'altitude, et c'est super bon. Et ça va te booster, on va pouvoir grimper maintenant. C'est ce que ma mère aurait appelé une infusion miracle. Oui. C'est bon pour ce qu'on a. Ça fait du bien. Nous sommes ici dans le Pérou traditionnel, le berceau de la culture indienne, à des années-lumière de Lima et de sa gare ferroviaire.
On dirait un poisson préhistorique. Passe ton doigt dessus, c'est très rugueux. Ah oui, Avec ce poisson, on fait une soupe vraiment très bonne. Pour le manger, il suffit d'enlever toute la peau en tirant dans le sens inverse des écailles. on retire tout. La chair est délicieuse. On appelle ce poisson la carachama. C'est sûrement un poisson de fond. Oui.